Bonsoir. Je vous présente un nouvel invité, Antoine Bachelin-Sénat, avec qui nous avons discuté. Il me fait le grand plaisir de venir parler de philosophie et notamment de ses bouquins. Et Antoine Bachelin-Sénat, donc Antoine, ce que moi j'ai beaucoup apprécié quand j'ai découvert un peu ton œuvre, tes écrits. Alors bon, évidemment, c'est la critique du marxisme culturel qui est toujours un bon point de départ, qui est toujours appréciable parce que cette philosophie est absolument atroce. Mais c'est que cette critique-là est vraiment intégrée dans quelque chose de plus général, dans une pensée philosophique plus générale et très critique de la modernité, avec, avec une vraie originalité, et notamment la traduction d'un philosophe brésilien dont tu es, enfin, l'œuvre d'un philosophe brésilien dont tu es le traducteur. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je voulais aborder avec toi ce soir. Donc voilà pour la brève introduction. Bonsoir à toi. Ben, merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Merci à toi de bien vouloir me recevoir, hein, pour présenter, oui, ce philosophe brésilien qui n'est pas connu, et puis présenter aussi différents articles que je présente, hein, différents livres aussi que j'ai écrits. Voilà, ça c'est mon site antoinebachelin-sénat.com qui regroupe différents articles, que ce soit sur la géopolitique, sur la philosophie, qui regroupe aussi mes différents livres qui sont aussi disponibles sur Amazon. Celui-là, c'est voilà celui sur Olavo du Carvalho, son cours de philosophie, sachant qu'il a fait le buzz sur Internet en enseignant la philosophie. Hein. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui regardaient ses cours de philosophie. Elle est vraiment très pointue. Ce livre, il fait plus de 500 pages. Il est vraiment un connaisseur de la scolastique, des auteurs modernes qui sont critiqués. J'en ai fait un résumé aussi dans un article. Par exemple, vous avez Olavo qui démonte Descartes, Olavo qui démonte aussi au niveau philosophique Marx. Olavo, c'était un communiste aussi au départ. Et puis, il s'est aperçu qu'il y avait certaines erreurs. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Les inversions révolutionnaires. De toute façon, il a écrit plus de 60 livres, donc il est extrêmement prolifique. Donc voilà, il y a énormément de sujets à aborder. C'est passionnant. En tout cas, moi, ça me passionne. Et je pense que toi aussi, Raphaël. Voilà. Bah oui, effectivement, c'est très original. Et comme je te disais juste avant qu'on commence, aujourd'hui on ne parle plus trop de philosophie de cette manière. Donc en ça c'est intéressant, mais laissons de côté un peu notre ami Olavo Ouais. déjà tu as fait ta pub, je fais la mienne aussi. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à patreon.com/panache politique pour soutenir le projet Panache, qui est quand même, vous le savez, c'est un projet militant et bénévole. Donc ça prend du temps et ça ne rapporte pas d'argent. Donc si vous avez envie de soutenir le projet, c'est toujours très apprécié. Merci à vous. Et après, vous avez les réseaux sociaux que j'ai indiqués là en bas de l'écran, qui sont aussi en description. Donc, Antoine, moi, ce que je voulais dans cette échange, parce que en fait, on pourrait parler de plein de choses avec toi, parce que pour le coup, Avec tu abordes plaisir. énormément de. Non, mais c'est vrai, tu abordes beaucoup de facettes différentes de la philosophie dans ton livre qui s'appelle Alors qu'Olavo La disait, juste modernité. un petit point, justement, dans son chapitre du cours de la philosophie, il dit qu'il y a un vote d'abstinence en matière d'opinion, et d'ailleurs c'est un point intéressant aussi sur l'obscurantisme, la croyance aux mots, donc il y a une vraie réflexion derrière à voir. Voilà. Ouais. Et du coup, voilà, dans tes chroniques des ombres de la modernité, tu abordes de nombreux thèmes. Et un de ces thèmes que tu abordes, qui était celui par lequel je voulais commencer, parce que ça permet de partir d'une réalité un peu concrète que même les militants de politique, ou même quelqu'un qui n'est pas forcément militant, mais qui est juste spectateur de la vie politique intellectuelle française, a vu, c'est le phénomène du marxisme culturel. Et à partir de là, après, on peut aller sur des propositions un peu plus générales, des considérations un peu plus générales. Mais vraiment, le marxisme culturel. Et le marxisme culturel, c'est un thème que tu abordes dans tes chroniques des ombres de la modernité, où tu présentes ça comme une subversion idéologique. Et voilà, Oui, si tu peux commencer par développer ce point, parce que je vais pas parler à ta place. c'est justement très important parce que les médias soi-disant alternatifs qui font dans le sensationnalisme, justement, ne creusent pas ces points-là qui sont sur le long terme. Et l'attention est souvent portée sur d'autres événements majeurs, mais il y a une dynamique
qui est sournoise, qui échappe en fait à leurs approches, et c'est l'influence subtile, progressive, qui est exercée sur les cultures nationales. C'est un lent processus d'érosion qui, sur des décennies, va saper les fondations même des sociétés. Et on peut penser que certaines idéologies mortifères ont disparu avec la chute de régimes tyranniques qui les incarnaient, mais non, elles se sont réinventées sous des formes plus discrètes, mais qui sont tout aussi destructrices. Elles ont abandonné, je l'ai abordé dans un article, elles ont abandonné les assauts militaires, elles ont délaissé les tanks pour investir les esprits. Et c'est un mal insidieux que je vais détailler. Le marxisme culturel, c'est avec différents auteurs. J'ai fait une vidéo aussi expliquant vraiment toute son origine détaillée. C'est un mal insidieux que de plus en plus de gens sont à même de percevoir, et de plus en plus, grâce à Dieu, mais ça a gangréné depuis des décennies, on va le dater aussi historiquement, les institutions académiques, artistiques, ça a transformé en fait les universités. Pour vous montrer un petit peu, pour que vous puissiez le voir réellement, ce qui était jadis les bastions de la haute culture et de la recherche désintéressée sont devenus des machines de propagande. Et on peut, pour illustrer ça, expliquer qu'un voyageur, par exemple, du temps, un voyageur du XVIIIe siècle, il trouverait les changements aujourd'hui dans la haute culture que je définirais comme quelque chose de monstrueux s'il revenait à notre époque. Et finalement, cette déchéance, et c'est tout l'objet de notre vidéo, c'est pas quelque chose, c'est pas une déchéance qui est fortuite, c'est un projet délibéré. Et donc, je vais l'expliquer, c'est un projet mûri sur le long terme qui vise à dissoudre les valeurs traditionnelles, à semer un doute systématique dans les consciences. On en voit les ravages, on va les détailler aussi. Et ce que, justement, mon premier point, ce que les experts en géopolitique qui sont dans le sensationnalisme qu'on voit beaucoup sur les médias alternatifs, ce qu'ils négligent trop souvent, c'est cette capacité justement des idéologies à s'immiscer dans les interstices de la culture. On peut analyser justement où ils vont entrer, et ils opèrent en fait hors du champ des grandes analyses stratégiques. C'est pas des coups d'État spectaculaires, mais c'est une lente corrosion des valeurs, des croyances, des liens sociaux, et c'est quasiment imperceptible à court terme, mais ça produit, et là attention, ça produit des effets cumulatifs dévastateurs sur plusieurs générations, et grâce à Dieu, de plus en plus de gens commencent à être conscientisés là-dessus. Et je peux faire l'historique ensuite rapidement avec différents auteurs pour expliquer justement quel est ce mal sournois, insidieux qui va corrompre la société occidentale. Voilà, pour introduire rapidement. Très, très, très bonne introduction, mais commençons du coup sur l'historique. Donc en fait, le marxisme culturel, ça commence dans les années 1920 avec, souvent on dit, comment il s'appelle? Georges Lukács. Parce qu'en général, quand on parle de marxisme culturel, les gens pensent à Antonio Gramsci, qui effectivement est devenu la grande figure du marxisme culturel. Mais il y a aussi Georges Lukács qui, de mémoire, je crois, avait écrit avant Gramsci. En tout cas, il a été publié avant que Gramsci, vu qu'il a été en prison. Je ne sais pas exactement quand il a écrit par rapport à quand il a publié. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié, peu importe. Donc, Georges Lukács, Antonio Gramsci. Et leur idée, c'était que Marx avait fait des prédictions sur la révolution, en disant les contradictions du capitalisme vont faire que les prolétaires vont prendre conscience de leur oppression de classe, et ils vont développer une conscience de classe, ils vont se fédérer et s'organiser ensemble pour faire la révolution et renverser la domination, avec évidemment cette idée qui est parfaitement mièvre et naïve qu'on retrouve dans le manifeste du Parti communiste, qui est de dire que la domination du prolétariat abolira la domination elle-même. Ça veut dire les prolétaires prendront le pouvoir et on sera gentil, tout sera bien dans le meilleur des mondes et le monde deviendra rose. Donc cette prédiction-là, des contradictions économiques du capitalisme qui allaient amener à une prise de conscience des prolétaires, n'a pas eu lieu. Et au contraire, ce qu'on a vu, notamment avec la Première Guerre mondiale, c'est que les prolétaires se sont fédérés autour de leur identité nationale et non autour de leur identité de classe. C'est par exemple le constat de Mussolini qui, en Italie, le fait rompre avec le socialisme pour fonder le fascisme
et ensuite prendre le pouvoir en Italie, etc. L'histoire qu'on connaît. Et les marxistes culturels arrivent à ce moment-là en se disant, bon, les prédictions de Marx ont échoué, mais nous, on ne veut pas renoncer à la révolution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait et comment on perpétue le projet révolutionnaire en dépit... Si tu veux, je détaille ça avec des auteurs, justement, au niveau historique, en expliquant bien l'évolution, comment on va se faire avec différents auteurs, oui, mais tu le racontes très bien. De toute façon, je voulais finir ça et puis ensuite te laisser continuer. Vas-y. Donc, vas-y, parce qu'en gros, ils arrivent à ce moment-là en se disant, bon, il nous faut une solution pour quand même faire la révolution. Et leur idée, c'est de dire, les prolétaires ont une fausse conscience, c'est-à-dire qu'ils croient à l'idéal bourgeois alors que c'est contre leurs intérêts. Donc, nous devons créer une culture populaire, les fameux intellectuels organiques de Gramsci, qui sont des intellectuels prolétaires, donc en gros marxistes. Voilà, il faut toujours traduire intellectuel prolétaire, ça veut dire marxiste. Intellectuel organique, ça veut dire marxiste. Et voilà, et c'est comme ça qu'on en est arrivé au marxisme culturel et qu'il y a eu une transformation du marxisme qui, comme le fait remarquer Alexandre A, n'est plus, à partir de ce moment-là, n'est plus qu'une doctrine économique, mais devient aussi une doctrine culturelle. Donc, oui, alors pour résumer, puis je passerai ensuite aux différents auteurs, mais tu l'as très bien dit, Raphaël, en fait, le marxisme culturel, c'est un gros mot, mais en fait, c'est une toile complexe. Hein. Si vous voulez résumer, les luttes d'idées vont se substituer au combat des usines. Voilà, on est sorti des barricades, des chaînes de production, c'est une bataille pour l'imaginaire collectif, le récit devient une arme, c'est la mémoire qui va façonner les consciences. De toute façon, comme le disait Aristote, sans rentrer trop dans la philosophie, l'intelligence ne s'exerce pas directement sur les données brutes des sens, mais sur les formes ordonnées et conservées dans la mémoire. Donc c'est cette mémoire qui est la haute culture, si vous voulez, qui sera définie ensuite par Olavo de Carvalho, on reviendra. C'est un réservoir vivant de la vie commune et c'est une trame en fait qui va être attaquée où s'entrelacent les récits, les symboles, les combats d'une nation. Et donc, c'est dans ce terreau en fait que naît le marxisme culturel, porté par des penseurs comme Ernesto Laclau aussi, avec Chantal Mouffe, qui ont écrit La stratégie d'hégémonie socialiste en 1985, qui est le point de pivot du marxisme pur et dur de lutte des classes vers le marxisme culturel. Et donc, ils ont transformé la lutte des classes en une stratégie d'hégémonie discursive, en fait. Et donc, c'est important de l'analyser. Et tu parlais de Georges Lukács. Lui, tu l'as évoqué aussi, face aux révolutions prolétariennes violentes en Europe centrale qui ont connu un échec, lui aussi, il a, avant, ça c'était dans les années 1920 déjà, proposer une réorientation stratégique, ne pas miser uniquement sur la lutte armée et de conquérir les esprits par la culture. Ensuite, il est parti en Allemagne, il a créé l'école de Francfort, qui révolutionne l'implantation du marxisme en Occident, avec des penseurs comme Herbert Marcuse, Horkheimer, Walter Benjamin. Et cette école a développé, donc je vous invite à rechercher sur ces différents auteurs, mais je vais revenir aussi un peu sur un. Eux, leur idée, c'était donc de la pénétration culturelle, en fait. Voilà. Contrairement aux assauts frontaux des bolcheviks, leur objectif, c'était de miner les sociétés de l'intérieur, en ébranlant leurs valeurs, leurs traditions et leur cohésion. Donc c'est un projet ambitieux, déconstruire. On arrivera ensuite peu à peu vers le déconstructionnisme, on va le faire par étapes et historiquement, mais le but c'est de déconstruire tout ce qui ancre les individus, le couple, la famille, la communauté, la patrie, l'histoire, la langue, l'art, la religion, en instillant en fait un doute permanent, une critique exacerbée qui finit par tout ronger. J'ai écrit aussi un article qui s'appelle la dictature du relativisme. Je vous invite à le lire, c'est amusant. Et en quelques décennies, en fait, le point crucial, c'est que cela transformait des nations fières de leur héritage en sociétés fragmentées où un scepticisme universel va remplacer toute certitude collective. Ce qui est amusant, c'est que Staline lui-même, qui regardait cette approche avec suspicion, il a exilé les membres de l'école de Francfort hors de l'URSS. Il a refusé leur influence sur son peuple, mais il encourageait bien évidemment leur action à l'étranger, conscient que cette décadence morale imposée à l'Occident allait servir ses ambitions géopolitiques. Voilà. Donc,
je peux détailler ensuite avec d'autres Ouais, auteurs, mais bah, si tu veux que je continue là, après, ouais. il y a beaucoup de choses. Alors, effectivement, il y a Ouais. École de Francfort, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Horkheimer, dont le prénom m'échappe, mais peu importe, il s'appelle Horkheimer. Il y a le postmodernisme aussi, que tu as cité avec Chantal Mouffe et Ernesto Laclau. Eux sont Mhm. particulièrement pertinents pour comprendre la gauche d'aujourd'hui parce que leur idée, c'est celle ce qu'ils appellent le signifiant vide. J'imagine Exactement. Je vais le détailler, que tu connais. Qui est bien en fait sûr. une reprise de l'idée de signifiant flottant chez Lévi-Strauss à la base. Le signifiant flottant ou signifiant vide, peu importe. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui finalement ne veut pas dire grand-chose, mais qui a une valeur affective plutôt forte, positive ou négative, peu importe, autour duquel les gens peuvent se coaguler. Bah, notamment, toi, tu as pas mal écrit sur la démocratie, qui est, tu appelles ça un mot coquille, mais en fait, mot coquille, on pourrait dire aussi signifiant vide, dans le sens de Laclos et de Mouffe, c'est la même idée. Ça devient un mot vide de sens, mais que tout le monde aime bien, auquel tout le monde se coalise. Donc, tu as les pires tyrans qui se revendiquent de République démocratique. Tu as des naïfs BA pour le tirage au sort qui se revendiquent de la vraie démocratie. Et entre les deux, tu as tout le spectre, toutes les variantes du sens du mot. Donc, mais pourtant, eh bien, ce mot-là devient un vrai ciment social. Et effectivement, sous l'influence postmoderne avec Laclos et Mouffe, il y a eu dans la gauche une transformation de sa manière de faire de la politique, où là où le marxisme insistait sur des intérêts économiques, les intérêts économiques des prolétaires contre ceux des bourgeois par rapport à la propriété des moyens de production, on est propriétaire ou on n'est pas propriétaire, à partir du postmodernisme, ça devient en fait des catégories identitaires assez vagues autour desquelles tout le monde peut se coaguler, quelle que soit plus ou moins son origine. Et ce qui n'est pas totalement différent d'ailleurs de ce qu'a fait l'école de Francfort, où on retrouve déjà chez Marcuse l'idée que les minorités ne sont pas forcément uniquement dans le prolétariat, mais qu'elles sont un peu partout dans l'échelle sociale. On peut trouver des minorités autant dans la bourgeoisie que chez les prolétaires, et qu'on peut trouver aussi des anti-révolutionnaires dans le petit peuple. Donc et voilà, tout ça, en fait, c'est vraiment un mouvement de plaques tectoniques qui explique beaucoup de la pensée de la gauche. Et pour synthétiser, résumer mon propos, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas comment la gauche peut être marxiste aujourd'hui, tout en Oui. étant si Alors, radicalement différente de Marx. Alors justement, je vais revenir ensuite avec les différents auteurs que tu as cités, mais un point intéressant justement sur, en fait, c'est un chaos cohérent dans son incohérence, si tu veux, la révolution ou l'élan révolutionnaire. Lénine, par exemple, rejetait le nationalisme comme un frein à la lutte des classes, tandis que Staline en faisait une arme pour galvaniser les masses soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une contradiction soi-disant apparente, mais qui n'a rien d'étonnant en fait, parce que ce que beaucoup de gens justement ne saisissent pas, c'est que la logique révolutionnaire ne repose pas sur des principes fixes. C'est une quête de pouvoir adaptable. Ce qui unit les révolutionnaires, ce n'est pas une doctrine rigide, c'est une volonté de renverser l'ordre existant quel qu'il soit. Alors, un même mouvement peut défendre des lois racistes à une époque, et des politiques antiracistes à une autre, sans que cela ne révèle une incohérence profonde. La révolution s'ajuste, en fait, elle ne s'encombre pas de cohérence. Et donc, cette flexibilité explique la survie du marxisme culturel en Occident, malgré l'effondrement de l'URSS, son incarnation politique la plus visible. Et moi, je parlais d'Herbert Marcuse, hein, des figures de l'école de Francfort. Lui, il a marqué la culture populaire américaine dans les années 30 aussi, influencé aussi Hollywood avec des scénaristes comme John Howard Lawson, qui étaient membres du Parti communiste américain et qui ont glissé aussi des messages subversifs dans les films grand public. Donc ça aussi, ça fait partie de la haute culture qui regroupe cet imaginaire collectif dans l'art, dans les associations aussi de raisonnement, les raccourcis qui permettent la manipulation et
l'ingénierie sociale. Et ce sont des gouttes d'eau, en fait, hein, des touches subtiles dans les dialogues, dans les intrigues, dans les personnages d'Hollywood qui ont fini par creuser la pierre et faire du cinéma un outil de déconstruction des valeurs traditionnelles. Donc, voilà, j'ai pris l'exemple du cinéma, mais ça a été fait aussi ailleurs. Puis j'ai rebondi sur l'incohérence que certains qui sont bloqués et qui n'ont pas une vision d'ensemble n'arrivent pas à analyser. Mais c'est un élan révolutionnaire qui ne s'encombre pas d'incohérence. Voilà. Mais en France, si je peux continuer un peu, pour pas trop monopoliser la parole, Raphaël, je peux continuer. Vas-y, vas-y. En France, en fait, comme tu parlais de pluralité de luttes hein, qui s'est opérée, on a bien sûr les événements de mai 68 hein, et la France, le berceau des idées révolutionnaires. Et on a vu en fait une pluralité de luttes féministes, écologistes, anticoloniales, culturelles. Ces mouvements, souvent détachés donc des stricts cadres économiques, hein, ils ont mis en lumière l'insuffisance du marxisme orthodoxe, le marxisme pur et dur de lutte des classes, qui était accusé de déterminisme économique, de réductionnisme par ces postes marxistes. Hein, et donc, tu as évoqué le livre Hégémonie et stratégie socialiste d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe. C'est vraiment un tournant, une refonte théorique. Ça a créé ce qu'on appelle ensuite le post-marxisme, que je peux détailler. C'est pourtant clé d'être ça doit être compris par les téléspectateurs. Vous allez voir, eux, ils ne rejettent pas Marx. Ils déplacent le champ de bataille des usines vers les arènes symboliques de la culture et du discours. Donc, voilà, bien sûr, il s'inspire aussi de Gramsci avec son concept d'hégémonie. Hein, on peut le détailler aussi, qui a révolutionné la compréhension des rapports de pouvoir. Donc, le marxisme culturel, si vous voulez, c'est un univers où différents auteurs vont ajouter différents concepts. On a d'autres concepts ensuite que je pourrais expliquer, comme le concept de multitude. On a différents auteurs aussi qui vont apporter de nouveaux concepts qui vont enrichir ce marxisme culturel. Donc, c'est un univers vraiment intéressant à analyser. Voilà, je peux te redonner la parole, puis je détaillerai plus ensuite, Raphaël. Alors, 2 remarques sur ce que tu as dit. La première, tu parlais de l'influence de Marcuse aux États-Unis. Et effectivement, c'est hyper important de comprendre l'influence de Marcuse aux États-Unis, parce que quand tu lis les œuvres de Marcuse, donc il y a quelqu'un qui posait la question plus haut, est-ce que c'est là que date le concept de l'oppressé? Effectivement, avec Marcuse, ce n'est plus le prolétaire qui est oppressé, ça devient la minorité. Et toute la logique de chouinerie des soi-disant minorités, ça commence vraiment avec Marcuse. Sauf que Marcuse, son influence, bon, elle a été directe, mais elle a aussi été indirecte. Il a été le directeur de thèse d'Angela Davis, qui est la féministe noire américaine, qui était membre du collectif de Combahee River, qui est en fait un proto-wokisme, si on veut le dire comme ça. C'était un peu le laboratoire des idées américaines autour du wokisme, où tous les thèmes autour de l'intersectionnalité, donc l'intersectionnalité, c'est le concept de Kimberlé Crenshaw, qui nous explique que il y a différentes classes d'oppression et certaines personnes cumulent des oppressions et d'autres ne les cumulent pas justement. Et donc, quand tu es noir, trans, etc., tu es encore plus oppressé que quand tu es un homme blanc, évidemment. En fait, voilà, c'est vraiment à partir de cette influence du marxisme culturel et sur plusieurs décennies d'infiltration et de subversion des universités américaines que ce qu'on a connu comme étant le wokisme est né. Donc ça, c'est hyper important si on veut vraiment comprendre la généalogie des idées. Et la deuxième remarque que je voulais faire, je ne l'ai plus en tête, donc je te laisse rebondir là-dessus. Très bien. Alors, je reviens sur Gramsci aussi, qui est très intéressant. Pour lui, l'hégémonie, c'était pas seulement, on reste toujours dans ce marxisme culturel, vous allez voir des apports de différents auteurs. Hein. Pour lui, l'hégémonie, c'était pas seulement une domination économique ou militaire, c'était une conquête des esprits par la culture, les idées et les récits. Et c'est une intuition qui a été reprise et amplifiée par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, hein, et qui a donné naissance à une nouvelle stratégie socialiste qui n'est souvent pas comprise par justement les analystes de géopolitique
les conservateurs qui restent bloqués sur un certain aspect. Cette nouvelle stratégie socialiste, c'est le contrôle du narratif qui est central et la classe dominante maintient son pouvoir non seulement par la force, mais par le consentement, entre guillemets, des dominés, qui est obtenu via des institutions culturelles comme l'école, les médias, la littérature. Donc on a cette nouvelle stratégie où c'est le contrôle du narratif qui est central. Et dans leur livre, donc Hégémonie et stratégie socialiste, c'est vraiment le moment où on a ce basculement vers ce post-marxisme. Tu as parlé de signifiant vide, plutôt que l'antagonisme de lutte des classes qui était central auparavant sur Marx, on va avoir une vision pluraliste avec divers antagonismes sociaux, qui soient de classe, de genre, de race, ou autre, et ça peut être la justice, ça peut être la liberté, le peuple. Ce sont des concepts flous en fait. Le plus important, c'est qu'ils sont capables d'être instrumentalisés pour unir des demandes sociales hétérogènes dans une chaîne d'équivalence en fait. Donc ils expliquent que tel ou tel antagonisme, qu'il soit considéré comme pertinent, ça dépend d'une articulation des identités sociopolitiques, et ils expliquent comment en fait ce n'est plus le rapport de force du déterminisme marxiste qui dominait, mais c'est aujourd'hui l'indéterminé, le social, avec des pratiques discursives qui va avoir des récits concurrents qui vont s'affronter, et donc leur objectif est différent aujourd'hui. Ce n'est plus d'organiser une révolution prolétarienne, mais c'est de construire. C'est là où c'est clé, et c'est le point vraiment clé à saisir. Il faut construire pour eux, pour ces révolutionnaires, un imaginaire collectif, et c'est ce qu'ils ont fait durant des décennies. En détruisant les valeurs traditionnelles, essayer de déconstruire et de construire un imaginaire collectif pour fédérer en plus des groupes disparates autour d'un projet commun. Et donc ils s'inspirent de Gramsci, mais ils vont encore plus loin. Ils disent que le social, c'est le résultat de l'articulation d'éléments autour de certaines configurations sociales, mais cela ne peut être déterminé par aucune philosophie de l'histoire. Donc ils sortent en plus, ils sont vraiment d'un post-structuraliste. On peut ensuite analyser d'autres auteurs. Ils vont en plus utiliser la linguistique de Saussure, la psychanalyse de Lacan, et du coup on bascule ensuite totalement dans un jeu de signification où le pouvoir, c'est la maîtrise des récits. Donc c'est ça, simplement, pour résumer le marxisme culturel. Et puis ensuite, il y a d'autres auteurs qui vont s'ajouter, que je peux détailler, mais je te redonne la parole. Voilà. Alors, la deuxième remarque que je voulais faire tout à l'heure, c'est que gardez bien en tête, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, les marxistes culturels gardent l'idée de révolution, mais ce qu'ils changent, c'est la méthode pour faire la révolution. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Les marxistes culturels gardent l'idée de révolution, mais changent la méthode pour faire la révolution, pour accomplir la révolution. Une fois que j'ai fait cette remarque, il y a une question qui nous est posée, qui est intéressante. Je pense qu'il faut y répondre parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ça. Donc, il dit c'est récent à propos de l'intersectionnalité, parce qu'effectivement, l'intersectionnalité, ça date des années 90. C'est tout nouveau. Même si, comme je l'ai dit, on retrouve déjà le mot n'existait pas, mais l'idée commençait déjà à émerger avant que Kimberlé Crenshaw appelle ça intersectionnalité. Peu importe. La question d'Anton, quelle fut l'influence de la French Theory? Est-elle surestimée? Le juste répondu, contrairement à ce que beaucoup pensent, le wokisme n'est pas né avec la French Theory, mais avec l'école de Francfort, qui a permis à la French Theory de prospérer aux États-Unis. Et ça, c'est parfaitement vrai. On peut le faire peu à peu, au niveau historique, si tu veux, comme ça on y arrivera de toute façon. Ça, c'est tout à fait vrai, parce que on a souvent tendance, dans une sorte de masochisme anti-français, de dire oui, c'est à cause de nous, c'est nos idées, la French Theory. Non, mais déjà, la French Theory, c'est un nom que les Américains eux-mêmes ont donné à un corpus philosophique qu'ils ont importé et qu'ils se sont appropriés. C'est pas une école philosophique française qui existait. Et la deuxième chose, c'est que la French Theory a été importée bien après qu'il y ait l'influence de Marcuse, l'influence du féminisme noir, parce qu'à la base, l'intersectionnalité est née du féminisme noir. C'est-à-dire, nous sommes des femmes et en plus nous sommes noirs,
Donc nous sommes doublement oppressés. Donc la prémisse de l'intersectionnalité. Et le French Theory vient se rajouter ensuite à ça, précisément parce que, comme l'expliquait Antoine, il y a tout cet intérêt pour les signifiants, comme on dirait en linguistique, pour les mots, pour les discours, pour le verbe, et sur la manière un peu d'influencer les gens en utilisant le langage. Et c'est pour ça que la French Theory les a intéressés. Mais c'est pas la French Theory qui a créé le wokisme. Il faut vraiment bien garder ça en tête. Pour résumer à nouveau, et puis de toute façon on avancera dans l'historique, comme ça on va couvrir tous les auteurs, et puis vous allez voir au niveau historique comment les uns ajoutent d'autres choses aux autres. Pour résumer juste rapidement, qu'est-ce que Olavo de Carvalho, lui le philosophe brésilien, définissait cet imaginaire collectif comme une haute culture aussi, hein. La haute culture, qu'est-ce que la haute culture? On peut l'expliquer par exemple dans des figures, hein, Les Misérables par exemple de Victor Hugo, c'est pas seulement l'histoire d'un peuple, c'est un mythe national de justice, de rédemption. Vous avez les chansons de Brel, les films de Godard, les pamphlets de Voltaire. C'est une conversation, hein, séculaire sur ce que signifie être français. Le marxisme culturel, là le point vraiment important dans sa quête d'hégémonie, lui il s'est emparé de cette haute culture pour y insuffler ses propres récits. Voilà, on va simplement terminer dans cette définition et puis ensuite on abordera des points. Mais donc leur lutte, hein, pour l'égalité des genres, la reconnaissance des minorités, la défense de l'environnement, c'est pas seulement des revendications matérielles, c'est une réécriture de la mémoire collective, hein, et c'est surtout essayer de faire émerger un nouvel imaginaire. C'est pour ça que c'est difficile de faire changer cet imaginaire collectif qui est en lui-même déjà une forme de pré-réflexion. Et donc, c'est difficile de travailler là-dessus. Il faut travailler sur le long terme avec un travail de rééducation. Et donc, eux, leur objectif, c'est de réécrire la mémoire collective, de faire émerger un nouvel imaginaire où leurs causes, hein, justement, qui ont été insufflées, elles deviennent universelles. L'égalité des genres. Le micro sature là, donc on n'entend plus trop ce que tu dis. Il doit y avoir une petite baisse de connexion, donc je prends la parole en attendant. Pour rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, tu avais dit tout à l'heure que le marxisme culturel est très insidieux. Et je pense que c'est la bonne manière de le décrire. Le marxisme culturel cherche vraiment à pénétrer à l'intérieur des gens, à altérer leur esprit, à détruire leur culture, à casser leur identité et à les rendre vulnérables ensuite à l'infiltration gauchiste. Alors Antoine visiblement n'est pas de retour. Moi j'ai l'image qui est... On m'entend là, ça fonctionne? Ça vient de revenir, ouais. Super, bon bah voilà, j'ai juste fait un petit reset pour que ça fonctionne. Et donc, oui, ces signifiants vides, en fait, de Laclau que tu avais évoqué, qui a écrit, lui, il a écrit La raison populiste en 2005. Et donc, justement, ces signifiants vides, c'est intéressant. Il faut qu'on connaisse ce processus, hein, d'où l'intérêt de notre vidéo aujourd'hui. Un terme, par exemple, comme peuple, il peut rassembler des groupes aux intérêts divergents, des ouvriers, des étudiants, des paysans, en offrant une identité commune face à un adversaire désigné comme l'élite ou l'oligarchie. Et c'est un mécanisme qui trouve un écho, hein, dans les mouvements populistes qu'on observe, hein, comme Podemos en Espagne ou la France insoumise, bien sûr, on va y revenir. Et ça illustre bien comment le marxisme culturel va transformer la lutte des classes en une lutte pour le contrôle du récit collectif. Donc, je pense que vous avez bien compris. Et on peut passer ensuite à d'autres auteurs. Il y a Stuart Hall aussi, bien qu'anglais, mais il a influencé ce qu'on appelle les cultural studies, les études sur le cultural studies française, avec son usage du concept gramscien d'hégémonie. Les sites de conflictualité, en fait, il dit qu'il y a un affrontement de vision du monde
et que les discours, en fait, les narratifs sont des pratiques signifiantes qui participent à forger les imaginaires sociaux. Donc, il confesse réellement cette lutte. Hein. Et ensuite, on a Pierre Bourdieu, donc avec sa domination culturelle, le capital symbolique. Donc, on comprend qu'il y a différents auteurs qui vont reprendre, qui vont enrichir. Et Bourdieu, lui, il a prolongé l'idée que le pouvoir repose sur la maîtrise des représentations. Voilà. Ensuite, on a Althusser, si tu veux, Louis Althusser, qui est une figure majeure aussi du marxisme structuraliste. Hein. Et lui, il a une théorie des appareils idéologiques d'État. Donc, c'est l'école, les médias, l'église, le cinéma, les médias, même certains sur YouTube, certains influenceurs, et ils vont reproduire en fait le pouvoir via différents mécanismes culturels. Et donc lui, il a donné aussi une vision plus nuancée que celle de Lacla et de Mouffe. Donc il y a différents auteurs voilà, qui sont intéressants à connaître dans le marxisme culturel. C'est vraiment un univers où il y a beaucoup d'auteurs. Ensuite, il y a Michel Vauvel, Robert Mandrou. Eux, ils ont le concept de mentalité aussi. Alors, c'est un nouveau concept aussi qui est amené, qui est intéressant à étudier dans ce marxisme culturel. Ce sont des structures collectives de pensée qui façonnent les comportements sociaux. Donc, Michel Vauvel et Robert Mandrou, hein, ils ont étudié les mentalités révolutionnaires et Michel Vauvel a montré comment la Révolution française a été autant une transformation culturelle qu'économique, hein, et que c'était un précédent pour les stratégies d'hégémonie culturelle. Voilà, je peux te redonner la parole. C'est extrêmement intéressant le marxisme culturel et souvent ce n'est pas connu, c'est plus connu aux États-Unis et en France ça demande à être présenté, exposé beaucoup plus. Voilà. Donc merci Raphaël. Il y a un autre auteur là qui vient de me venir en tête, qui est Lucien Goldman, avec sa notion de conscience possible. Alors, peu importe le nom, en fait, c'est la même idée qu'on retrouve sous différentes formes chez tous les auteurs. Comme vient de l'expliquer Antoine, c'est vraiment une constellation d'auteurs. Il n'y a pas un auteur qui a créé le marxisme culturel. C'est plein d'auteurs qui sont allés dans la même direction, qui ont participé au même mouvement intellectuel et qui ont produit cette horreur qu'on appelle le marxisme culturel et qui est devenu le wokisme. Lucien Goldman avec Parce qu'ils sont... Ouais. Ouais, vas-y. Excuse-moi, non, vas-y. Lucien Goldman avec sa notion de conscience possible, c'est de dire, en fait, la conscience que les gens ont de leur vie, de leur environnement, est limitée par la structure de l'environnement. Il y a une conscience possible dans cet environnement. Et donc, si on veut élargir les possibilités, augmenter les possibilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut commencer un peu à casser, quoi. Il faut commencer à faire du sale et il faut commencer à casser l'environnement, vraiment à casser les structures sociales. Une autre idée équivalente de ça, on retrouve chez Herbert Marcuse, où lui, il parle de créer de nouvelles possibilités historiques. Parce que comme les gens ont été, selon lui, endoctrinés par l'idéologie bourgeoise, parce que, évidemment, quand vous êtes de l'avis qu'il faut débattre de nos idées dans des débats rationnels plutôt que de se taper, vous êtes endoctriné par l'idéologie bourgeoise. Par contre, quand vous allez saboter des cargaisons de train ou pire, tuer des gens, là, vous n'êtes pas du tout endoctriné par l'idéologie marxiste. Et voilà, il faut vraiment bien comprendre cette manière de raisonner propre au marxisme culturel. Et lui, il parlait d'ouvrir des possibilités culturelles, enfin des possibilités historiques, pardon, et de créer de nouvelles possibilités historiques. Et encore une fois, il n'excluait pas du tout le recours à la violence pour ce faire. Donc, en fait, la gauche qu'on a aujourd'hui, souvent, elle a l'air idiote. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les penseurs de gauche sont particulièrement idiots. Aujourd'hui. Mais ceux qui ont pensé le cadre intellectuel des intifas d'aujourd'hui étaient loin d'être idiots. Et moi, souvent, je prends l'exemple d'Horkheimer. Horkheimer a écrit un petit texte qui est sur la théorie critique. On pourrait dire la théorie critique des marxistes. En gros, la théorie critique des marxistes, ça veut dire on ne veut pas décrire le monde tel qu'il est. On veut comparer le monde à un idéal utopique et le critiquer tant qu'il n'est pas à la hauteur de l'idéal. Voilà en gros ce qu'est la théorie critique. On pourrait se dire, Horkheimer pense ça parce qu'il ne comprend pas
parce qu'il ne comprend pas l'épistémologie, il ne comprend pas la science, il ne comprend pas la rationalité. On pourrait se dire ça. En fait, pas du tout. Si vous lisez son papier sur la théorie critique, les quelques premiers paragraphes, c'est un résumé hyper succinct, hyper bref, hyper efficace de l'épistémologie scientifique. Il sait exactement de quoi il parle. Il sait exactement ce qu'il critique. Et s'il le critique, ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas compris. C'est parce qu'il n'aime pas ça. Et qu'il veut justifier que l'utopie est possible, que l'utopie communiste est possible. Donc là-dessus, il y a une vraie arrogance à droite qui est de penser que oui, la gauche est idiote. Oui, aujourd'hui, la gauche est idiote. Mais leurs penseurs à eux sont loin d'être idiots. Et pendant ce temps, les nôtres ne faisaient rien. Pendant ce temps, les nôtres ne produisaient rien intellectuellement. Et c'est pour ça qu'on s'est fait balayer. Tout à fait. J'ai un article intéressant si vous voulez regarder sur antoinebachelin-sénat.com. C'est Foucault sans Foucault, et où il y a eu un basculement total vers la paranoïa collective, en fait. Hein. Et donc c'est un peu amusant si vous voulez aller un petit peu plus loin, voir Foucault et puis Derrida, comment le déconstructionnisme a totalement basculé dans une folie qui est en fait une arme paresseuse, comme tu l'as dit, mais il y a un vrai questionnement derrière. Et avant d'aborder d'autres auteurs, je voulais revenir sur ce point-là qui est très intéressant, parce que les révolutionnaires, en fait, s'attaquent à la conscience humaine. Donc, c'est pas anodin et c'est très dangereux. Donc, il faut faire attention à ne pas les réduire justement à une caricature, parce que leur cible ultime, la cible ultime des révolutionnaires, c'est la conscience humaine. Et c'est un terrain que les révolutionnaires cherchent à dominer à tout prix. En fait, vous posez la question, si les matérialistes réduisent la conscience à une illusion chimique, pourquoi, en fait, au XXe siècle, il y a eu tant d'efforts pour contrôler, modeler, soumettre la conscience humaine, hein, des régimes totalitaires aux campagnes de propagande moderne? On voit cette obsession, en fait, pour la faculté imprévisible et créative de notre conscience qui échappe au déterminisme. Et en fait, c'est mon point ici, c'est une crise spirituelle plus profonde. On va l'aborder ensuite, et Olavo de Carvalho, le philosophe brésilien, en parle dans son livre Les inversions révolutionnaires. On peut l'expliquer aussi en termes philosophiques, hein, l'inversion du sens du temps, l'inversion du sujet de l'objet et l'inversion de la responsabilité moderne. Mais il y a une crise spirituelle plus profonde aussi qui est révélée par ces révolutionnaires face à la conscience humaine. C'est la perte, en fait, en Occident, du sens de l'immortalité. Et c'est pour ça que moi j'ai repris le slogan de Bolsonaro, Dieu, patrie, famille, liberté, en reniant, si vous voulez, l'idée, et puis on va revenir ensuite, mais vous allez voir que c'est le cœur aussi du marxisme culturel, hein, en reniant l'idée que l'âme transcende le temps et la matière. Les sociétés modernes se sont rendues en fait vulnérables aux chimères des idéologies révolutionnaires. On peut en discuter ensuite au niveau philosophique, mais pour moi, face à cela, en fait, qui est la véritable attaque, il faut une vraie résistance et reconnaître que nous ne sommes pas en fait de simples pions dans un rêve utopique, hein, avec un futur utopique qui va dicter notre vision du présent, qui est cette inversion du sens du temps, mais nous sommes des êtres dotés d'une dignité éternelle. Et cette révolution, en fait, avec ses ambitions étriquées, elle ne mérite que le mépris face à l'immensité de l'éternité divine. Et ma réponse, avant de redonner la parole à Raphaël, c'est de parler depuis notre immortalité. C'est quelque chose aussi qui est oublié, mais qui est intéressant à questionner au niveau philosophique, c'est que les commentateurs politiques, les géopolitologues, les stratèges, ils sont souvent enfermés dans des grilles d'analyse conventionnelles, et ils ne voient pas cette guerre souterraine du marxisme culturel, mais aussi de la guerre spirituelle, hein, qui est véritable et qui se joue dans les esprits, dans les cultures. Et si vous allez un peu puiser dans la philosophie classique, ou simplement en observant de façon lucide notre temps, on doit, c'est ça la clé, je vais te redonner la parole, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue aussi sur ce point, on doit élargir notre perspective, parce que notre mission n'est pas seulement de nous défendre contre les assauts révolutionnaires, ça c'est un danger secondaire pour moi, mais il faut refuser d'inverser la hiérarchie des valeurs
et ne pas réduire l'existence humaine à une lutte terrestre. Voilà, c'est un grand sujet. Ah, je t'entends plus. Je disais, c'est très intéressant et pour le coup, ce que j'apprécie dans ta critique, c'est qu'elle est intégrée dans un propos plus général sur la philosophie moderne et ça, c'est hyper intéressant parce que, D'ailleurs, sou juste un point, excuse-moi, juste un point et je te laisse ton idée. J'ai justement un article qui explique comment les idéologies modernes sont faussées. Et je vais juste retrouver le nom de l'article, comme ça c'est très intéressant. Et puis je te laisse continuer sur cette idée. Cela fait partie, oui, de ces différentes critiques. Et donc, le nom de l'article, juste en 2 minutes, je vais le retrouver. Voilà, la maladie des idéologies modernes. Vous pouvez rechercher sur antoinebachelinsena.com la maladie des idéologies modernes, où j'explique justement au niveau philosophique cette inversion en fait révolutionnaire. Voilà, j'ai repris les différentes inversions qui sont faites et qui en fait renvoient à une réflexion spirituelle un peu plus lointaine. Voilà. donc voilà, c'est intégré dans un cadre philosophique plus général et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, on a une tendance qui est un peu une sale manie selon moi. On a une tendance, c'est de penser que finalement, bon, bah, il suffit de critiquer la gauche parce que ses idées sont délirantes et en faisant ça, on va gagner les débats philosophiques. Non, 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 en faisant ça, on va rien gagner parce que ce qu'il faut, c'est qu'on s'attaque aux problèmes existentiels auxquels la gauche s'est attaquée. Et typiquement, tu parlais, bon, en gros, quand tu parlais d'immortalité, etc., tu parlais de la religion. Le propos de Marx dans les thèses sur Feuerbach, je crois que c'est dans les thèses sur Feuerbach, peu importe, phrase très C'est un connue. gros mot. On peut parler plutôt d'infini ou de si vous n'aimez pas le mot religion. Voilà. Ouais, mais en tout cas, on saisit l'idée. Il dit que je paraphrase, la religion est le soupir de la créature opprimée ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour lui, il est vraiment dans une idée que toutes ces manières de penser, un peu élevées, qui finalement nous consolent de la vie terrestre et de la mortalité, ce sont un obstacle à l'accomplissement utopique. Et, cette critique-là, elle est vraiment fondamentale, je pense, si on veut comprendre le marxisme culturel, et plus loin encore, si on veut comprendre toutes les idéologies modernes, parce que ce qu'elles ont en commun, les idéologies modernes, c'est justement de dire, bon, la religion, l'infini, spiritualité, tout ça, c'est fini, on passe à autre chose. Maintenant, c'est l'ère de la science, de la technologie, du progrès. Nous allons transformer le monde à notre image et en faire une utopie terrestre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fondateur dans la pensée moderne. Par exemple, celui qu'on considère souvent dans les manuels de philosophie comme un des pères, comme un des pionniers de la méthode scientifique, c'est Francis Bacon. Francis Bacon avait écrit une utopie dans une île cachée qu'on découvre et qui était une utopie scientifique en fait. Donc ces idées-là sont vraiment liées à la modernité et pas que au marxisme culturel. Donc c'est vraiment intéressant ce que toi tu proposes d'assumer, de réintégrer le marxisme culturel dans cet ensemble philosophique moderne. Tout à fait. J'essaie de retrouver une citation de Gramsci, justement, où il parlait dans ses cahiers de prison. Je retrouve pas la citation, donc je vais la reformuler à ma façon, où il disait qu'il fallait aspirer, la spiritualité, en fait, et la vider de sa véritable signification pour ensuite, c'est ce qui a été fait d'ailleurs dans la théorie de la libération et dans différents autres mouvements, donc retirer sa substance et injecter une autre substance qui est la technique habituelle du marxisme culturel, hein, de cette réécriture de l'imaginaire collectif. Donc oui, c'est un travail qui est fait. On peut faire un parallèle et une analyse spirituelle aussi. On a à nouveau un problème avec le micro. Donc du coup, comme tout à l'heure,
je vais combler un peu le trou, mais effectivement, Gramsci avait cette idée que le socialisme devait prendre la place du christianisme dans les sociétés occidentales. Il était complètement sur cette ligne-là, et on le voit aujourd'hui parce que parfois, quand on voit faire la gauche, on se dit, il se met par une ferveur, il y a presque quelque chose de démoniaque qui les anime, ça semble presque surnaturel. Aucun problème de micro d'Antoine? On m'entend? Ça fonctionne? Peut-être c'est la connexion qui traîne de temps en temps. Visiblement, le problème venait de moi. On sait Bon, pas. C'est vas-y. toujours difficile de savoir. C'est toi, c'est ta faute. mais, mais oui, Gramsci, j'étais encore à nouveau en train de rechercher sa citation, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais c'est une critique beaucoup plus large qui est faite aussi par le philosophe brésilien Olavo de Carvalho, qui lui-même était un communiste et qui a étudié en profondeur les stratégies révolutionnaires. Il avait une bibliothèque immense. Il a écrit plus de 60 ouvrages en plus d'énormément d'articles, parce qu'il était journaliste pendant 30 ans, donc il a écrit énormément d'articles, il avait son cours de philosophie qui justement avait pour objectif de nous faire percevoir qu'on était devenu socialiste sans s'en rendre compte, en fait. Et derrière le mot socialiste, vous avez bien évidemment le mot révolutionnaire, vous pouvez mettre un autre mot si vous aimez être socialiste, mais c'était sa réflexion justement qu'on était devenu des révolutionnaires, et sur certains sujets, on arrive à se rendre compte qu'on a des raccourcis intellectuels, des associations dans notre imaginaire qui nous ont été ajoutés en fait, et donc tout l'objectif justement de sa philosophie qui est pratique, c'est de percevoir à partir de quel moment vous pensez par vous-même. Voilà, ça a bien fonctionné le son. Ouais, nickel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Olavo de Carvalho? Comment toi tu as découvert cet auteur? Qu'est-ce qui t'a donné envie de traduire son livre? Qu'est-ce que tu en as retiré? Parce que évidemment, c'est un auteur qui n'est pas connu en France. Oui, et c'est dommage, justement, parce qu'il critique beaucoup le marxisme culturel, alors que en France, on a même dans les milieux soi-disant alternatifs beaucoup de marxisme culturel. Moi, j'ai fait une vidéo justement sur ma chaîne YouTube sur qu'est-ce que le marxisme culturel, en affichant certaines figures qui sont des influenceurs et qui en fait n'expliquent pas correctement ce qu'est le marxisme culturel. Mais bref, c'était le vrai combat, oui, du philosophe brésilien Olavo de Carvalho. Et son cours de philosophie, oui, moi j'ai essayé de le proposer aux francophones parce qu'il n'est pas connu pour les francophones. Et ici, il faisait des centaines de milliers de visualisations sur ses vidéos YouTube en parlant de philosophie. Il avait son cours aussi online de philosophie, mais il est vraiment pointu, hein. Et donc, moi, dans le livre Cours de philosophie, ça fait plus de 500 pages, c'est quelque chose de costaud. Réellement, il va au fond des choses, et l'objectif, c'est qu'on devienne philosophe avec simplement la sincérité et l'effort tranquille et donc il explique comment est cette sincérité réellement, comment certains veulent seulement avoir une carte du club oui, il y a l'expression brésilienne, os gostosinhos cultural, vous savez, les influenceurs qui veulent simplement être dans le paraître, mais ne pas être dans une quête véritable de vérité. Donc, il expose quelle est cette quête de vérité. Donc voilà, il avait fait le buzz sur Internet, moi je l'ai découvert comme ça, et donc du coup, peu à peu, il m'a même fait découvrir des auteurs qui étaient français et que moi je connaissais pas. Louis Lavelle, un philosophe extraordinaire avec son concept de la présence de l'être. Donc grâce à un philosophe brésilien, je redécouvre des auteurs français qui ne sont pas mis en avant, et donc du coup on arrive à voir pourquoi certains concepts sont mis en avant et pas d'autres. Donc voilà, c'était c'est comme ça que je suis arrivé à suivre le fil de la pelote, comme on dit, et arriver sur d'autres sujets. Voilà. Ouais.
Mais Il y Olavo de a Carvalho une... est extraordinaire. Il demande à être connu pour les francophones. C'est pour ça que j'ai traduit le cours de philosophie. Et il y a énormément d'ouvrages de lui. L'imbécile collectif aussi qui demanderait à être traduit en français, qui est extraordinaire. La nouvelle ère et la révolution culturelle. Le jardin des afflictions. Il a écrit plus de 60 livres. Donc, pour moi, c'est le philosophe le plus audacieux de notre époque. Il est mort il y a quelques années seulement. Mais il est extraordinaire. Hein. Si vous avez la possibilité d'aller sur son site aussi, olavodecarvalho.net, et vous pouvez traduire différents articles qu'il a écrits. Beaucoup d'articles sont encore d'actualité. Il a aussi un onglet recherche. Vous pouvez rechercher sur différents sujets. C'est vraiment une mine d'or dont je m'inspire aussi pour écrire différents articles. Donc, voilà, il a énormément de vidéos aussi qui ont été faites, hein, des centaines peut-être même des milliers de vidéos, tellement de vidéos qu'il a faites. Moi, j'ai pas encore eu le temps de voir toutes les vidéos qu'il a faites. Donc, c'est vraiment un philosophe extraordinaire. Voilà, Olavo de Carvalho. J'invite tout le monde à le connaître. Il y a une idée qui est extrêmement importante dans ce qu'il avance. Aujourd'hui, à notre époque, la philosophie tend à être une discipline extrêmement abstraite. C'est-à-dire qu'on a des idées, mais ces idées sont très loin de nous. En fait, ces idées, on ne les vit pas. On les dit, on en parle, mais on ne les vit pas. Et lui, c'est une phrase, faire des concepts généraux, en faire des réalités un peu concrètes ou quelque chose de cet ordre-là. Mm-hmm. Oui. C'est le sous-titre du livre, oui. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Moi, ça m'a rappelé un bouquin que j'avais lu il y a 10 ans quand j'étais à la fac, la philosophie antique de Pierre Hadot. C'est un bouquin d'histoire de la philosophie où justement il décrivait que la philosophie antique, contrairement à la philosophie moderne, était un mode de vie, une pratique philosophique qui engageait toute la vie du philosophe, et c'était pas uniquement des prescriptions un peu morales. Oui, c'est le problème des influenceurs d'aujourd'hui. C'est le problème des influenceurs d'aujourd'hui, où alors les gens ont peu de temps et donc ils vont dire voilà 10 règles pour être plus productif, alors qu'on n'a plus cette ascèse, cette recherche spirituelle, cette recherche de la haute culture, de se poser les questions que les auteurs se posaient à leur époque et que cela fasse sens dans notre vie actuelle. Donc c'est quelque chose de pratique qui doit être justement. Il y a un complot entre guillemets, on peut l'analyser pour que justement certaines questions qui sont clés aujourd'hui dans nos vies nous sont cachées. C'est intéressant aussi, voilà. Donc, ce qu'il dit en fait, c'est qu'il y a une unité de la connaissance dans l'unité de la conscience de soi. C'est ce qui est clé. Et il y a aussi une distorsion, j'en ai fait d'ailleurs un article, hein, une distorsion entre notre pensée et le réel. Et cette distorsion, en fait, a été construite peu à peu aussi par certains philosophes, par certains occultistes même, et influencé toute la façon de penser moderne. Et donc ça, c'est un point aussi extrêmement passionnant à découvrir. On peut plonger dedans si tu veux. Bah oui, parce que tu fais une critique de Descartes notamment, et je trouve que c'est important parce que Descartes, c'est quelqu'un qu'on ne critique pas assez. Et quand on critique en disant oui, mais le doute de Descartes, c'est plus subtil que ça, tu sais, tu as toujours les universitaires qui sont là à finasser. Quand il y a une idée de merde, de toute façon, ça c'est la règle dans les universités. Quand il y a une idée de merde, on trouve toujours un universitaire pour venir finasser en disant oui, mais c'est un peu plus subtil. Non, non, c'est pas plus subtil, c'est de la merde. Le doute méthodique de Descartes, c'est s'il y avait un démon, je crois que c'est un mauvais génie, l'expression, ou quelque chose comme ça, qui l'utilise, qui me trompait totalement. Toutes mes perceptions étaient une tromperie. Comment je fais quelle est la première vérité à laquelle je puisse avoir accès? Et c'est le fameux cogito ergo sum, c'est la vérité de ma propre conscience. En fait, tu parlais de cet écart entre la pensée et la réalité. Bon, là, avec je peux revenir déjà sur... Ouais, alors je peux revenir sur ce point. Descartes et son doute méthodique, en fait, c'est un faux semblant, en fait. C'est quelque chose d'impossible à mettre en œuvre, en fait. Depuis Descartes, en plus, l'argumentation a pris le pas sur la perception.
Donc Olavo va démontrer cela et le dénoncer, et on voit aussi avec d'autres auteurs comme Étienne Couvert que c'était en fait un des objectifs cachés de Descartes, et on va peu à peu s'en apercevoir. Mais le cartésianisme est devenu tellement important des siècles après dans nos sociétés que la preuve est désormais considérée comme plus importante que la connaissance dans notre culture, et on voit justement les ravages que ça a causé, alors que normalement on n'a pas, au nom de la recherche de certitude, le droit de nier une vérité incertaine comme la présence de l'être, qui est pourtant la première chose qui vient et que nous ne pouvons pas nier, même si c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas distinct. Et le point aussi important, c'est que Descartes, il a créé une rupture avec Dieu en exprimant que la volonté humaine définit elle-même l'échelle du bien et du mal. Pour Descartes, le monde n'a pas de sens moral étranger à l'homme. On voit aussi les ravages que cela a créé. Et le cartésianisme met erronément la puissance du libre arbitre au même niveau que Dieu, avec une confiance excessive dans le jeu. JE, hein. Avec ce cartésianisme, Dieu devient un pseudonyme pour la raison, et c'est devenu en fait la base de tout matérialisme et athéisme par la suite. Et donc Olavo aussi expose ça de façon plus détaillée avec d'autres auteurs. Et pour revenir justement sur cette distorsion qui a été faite aussi avec d'autres auteurs, d'autres occultistes, hein, vous avez le livre par exemple d'Étienne Couvert qui est sur les masques de Descartes, que je vous invite aussi à lire, les masques de Descartes. On s'aperçoit que pas seulement Descartes, mais d'autres auteurs, d'autres philosophes ont créé une sorte de rupture philosophique dans l'histoire de la pensée, une distorsion qu'on peut appeler une dissonance cognitive. Et je voudrais l'expliquer rapidement. C'est un décalage entre la construction théorique et l'expérience vécue. Et c'est pas anodin parce que ça montre justement une fracture qu'il y a eu entre l'homme et le cosmos, hein, entre le penseur et la réalité dont il fait partie intégrante. Et c'est une dissonance qui a été créée peu à peu avec différents auteurs, et on arrive à voir que en fait le philosophe qui était au départ un observateur humble du cosmos, il est devenu un fiscal de la science universelle, et ça implique un rapport à la vérité qui est totalement différent et biaisé. Je peux développer, mais si ça t'inspire déjà des réflexions. Bah, oui, parce que tu abordes notamment le rapport à la tradition et heu, le fait qu'avant la modernité, les philosophes prémodernes faisaient preuve d'une grande prudence et s'appuyaient sur la tradition, non pas forcément de manière dogmatique, même si parfois des dérives dogmatiques pouvaient exister, mais plus parce que la tradition, c'est aussi ce qui a été, validé par le temps et par la sagesse des ancêtres. Et ça donne une base sur laquelle on peut s'appuyer. Il n'y a pas cette idée de réinventer la connaissance à partir de l'individu isolé et atomisé, replié sur sa petite conscience individuelle. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il y a un autre article intéressant que j'ai écrit, puis je vais continuer dans cette distorsion. C'est un article qui s'appelle Duper l'humanité, avec une histoire de nains et d'arrogance. Et justement, ça rejoint ton point, parce qu'on a ce marxisme culturel qui domine, hein, alors que d'autres thèses, d'autres philosophies, d'autres visions qui étaient partagées par différents philosophes, qu'ils soient des philosophes grecs, des médiévaux européens. Il y avait, et aujourd'hui en plus avec ces Internet, on a accès aux textes fondateurs de toutes les traditions, hein. Un livre intéressant que je vous demande de lire, c'est par exemple le trésor de la connaissance traditionnelle de Péri, PE2RY, et lui il montre justement les relations et comment certaines traditions empruntent les unes aux autres. Et justement, aujourd'hui, on le voit, il y a des penseurs récents, des penseurs actuels. Ils sont soit ils font preuve d'une ingénuité, soit ils sont déments. Ils vous disent que l'humanité, elle s'était trompée sur son essence jusqu'à ce qu'eux arrivent, jusqu'à ce qu'ils puissent déchirer, eux, le voile de la réalité authentique. Ils vous disent, ces soi-disant intellectuels, hein, modernes, que des millénaires durant, les générations ont dormi dans des songes collectifs jusqu'à
l'irruption salvatrice de Marx ou de Freud ou de Nietzsche ou de Heidegger qui sont venus les secouer pour révéler enfin leur vraie place. C'est ironique, bien évidemment. Des générations ont recherché profondément Dieu ou la sagesse, mais Marx va vous ramener à une idéologie de classe, inconsciemment brandie. En fait, vous n'allez pas chercher Dieu ou la sagesse, vous êtes toujours en train de chercher cette idéologie de classe. Des générations ont recherché la perfection morale, alors que Freud, il voit le masque d'un désir charnel étouffé. Des générations ont invoqué des idéaux sublimes, mais Nietzsche, il décèle une pulsion vorace de domination. Des générations se sont centrées sur la présence de l'être et Heidegger les accuse d'avoir tout recouvert de voile. Puis il y a le déconstructionnisme pour parachever l'humiliation. Ces générations n'étaient rien de plus que de simples signes errants dans un récit illusoire. Et même lorsqu'on démasque leurs fraudes, leurs biais, leurs distorsions de ces idéologies modernes, leurs supercheries, leurs œillères, leurs raccourcis, leurs dissonances effarantes, ils continuent de laisser de côté l'héritage ancestral et ils font même perdre leur voix à Socrate, à Lao Tzu, ils le cachent ou alors ils présentent simplement leur vision à eux en les reléguant à des rôles de marionnettes et donc ils amputent certaines connaissances, certains auteurs. Donc voilà, c'est l'autorité de l'ignorance, hein, pour reprendre l'expression d'Éric Voegelin. C'est ce qui règne en maître dans les débats actuels des soi-disant intellectuels qui réduisent tout à des fétiches, des incantations, des mots vides, des signifiants vides, comme tu l'énonçais au début. Donc voilà, et donc je le relate dans cet article qui est intéressant. Mais on revient toujours à cette dissonance cognitive en fait qui est cachée. Je peux revenir ensuite sur cette dissonance cognitive qui a été en fait développée par certains auteurs et Descartes aussi faisait partie. Vous allez voir, je l'expose et Olavo du Carvalho m'a permis de percevoir cela, qu'il y a eu une distorsion qui fait perdre en fait la réalité vécue. Et on l'a vu beaucoup durant le Covid, mais tout ça est une rupture philosophique qui a été faite, qui est intéressante de reconnaître et qui est aussi utilisée par les révolutionnaires. Donc c'est quelque chose de plus profond à analyser aussi, voilà, plus philosophique. Ouais, non, mais c'est excellent, c'est excellent. Encore une fois, je me répète, c'est ce qui est intéressant dans ce geste philosophique qui est le tien, c'est que c'est pas uniquement de la critique du marxisme culturel, c'est vraiment intégré dans un propos philosophique beaucoup plus large, qui est une attaque, une dénonciation des dérives de la modernité. Parce que ce qu'on observe en politique avec cette hubris, ce délire de vouloir réinventer le monde, bah finalement, ça a d'abord commencé par un délire philosophique qui a été de vouloir tout réinventer contre les ancêtres, contre les traditions des ancêtres. En se disant, bon, bah, nous sommes modernes. D'ailleurs, je crois qu'il y a un moment je crois que dans les chroniques des ombres de la modernité, il y a un moment, tu fais bien cette distinction entre le progrès technique et la modernité. Parce que souvent, on associe la modernité au progrès technique. Sauf que non, il y a eu du progrès technique avant la modernité. Ce qui est singulier et propre à la modernité, c'est un sentiment de supériorité morale, intellectuelle et spirituelle des modernes sur les anciens. Oui, je l'explique aussi dans un article qui s'appelle les penseurs traditionnels ne sont pas contre la modernité. Donc, justement, lisez un petit peu cet article, oui. Et pour aller plus loin dans cet écart qu'il y a eu entre le cadre théorique élaboré par un individu et la réalité vécue, hein, dans laquelle il est émergé, les universitaires, les académiques étaient critiqués par Olavo de Carvalho parce qu'ils ne se rendaient pas compte que leur milieu social les influençait et donc ils étaient totalement aveugles avec des œillères, mais c'est pas une malhonnêteté intellectuelle. C'est une distorsion en fait structurelle dans la manière dont la pensée s'articule avec le réel. Cette dissonance cognitive, si vous voulez, c'est lorsque le penseur croit pouvoir se placer en dehors de la réalité. Ça rejoint un peu l'analyse de Descartes qu'on avait faite. Hein. Il pense qu'il peut se placer en dehors de la réalité pour l'observer de manière objective, comme un spectateur détaché,
alors qu'il est inéluctablement inséré dans le cosmos qu'il prétend juger. Et dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, les philosophes d'Aristote à saint Thomas d'Aquin, ils avaient une relation, tu l'as évoqué, d'humilité vis-à-vis du réel. Ils savaient qu'ils étaient partie prenante d'un ordre cosmique plus vaste dont ils ne pouvaient s'extraire, et ils s'inscrivaient dans une tradition de savoir cumulatif où chaque penseur contribue modestement à une chaîne de connaissances, conscient de ses limites. Aristote, par exemple, lui, il affirmait que tout savoir dérive d'un savoir antérieur, formant une continuité où l'individu n'est qu'un maillon. Et le problème, justement, de ce contraste d'attitude d'aujourd'hui à l'aube de la modernité, il y avait une posture, on peut dire, de docilité face à la complexité du réel, ou pour reprendre l'expression de Louis Lavelle, la densité du réel. Et aujourd'hui, on a une attitude totalement différente que moi j'analyse aussi avec l'empirisme et Guillaume d'Occam au XIVe siècle. Et lui, il disait, vous allez voir, c'est très intéressant, que la réalité accessible à notre expérience, en fait, ce que nous pouvons observer et vérifier, ce qu'on peut observer et vérifier, c'est la mesure de ce qui est vrai. C'est séduisant, c'est simpliste, mais c'est une illusion. Ils prétendent s'en tenir aux faits, mais ils ne peuvent du coup qu'appréhender qu'une fraction infime de la réalité, parce que le réel, dans sa profondeur, dans sa complexité, il excède largement les limites de l'observation humaine, et il se proclame l'empirisme. Il se proclame comme détenteur d'un savoir universel, mais il ne se rend pas compte qu'il y a une sorte de tâche aveugle dans son champ visuel, une œillère, un blocage, une lacune dans sa perception, parce qu'il ne reconnaît pas les biais inhérents à sa méthode. On le voit aussi dans la critique de la science moderne qui a été faite par Olavo de Carvalho. Il y a énormément de chapitres dans son cours de philosophie sur et d'ailleurs, la science, j'en avais fait une vidéo, la science veut écarter des fois la philosophie. Il y a une bataille pour que la philosophie ne se mêle pas de la science, alors que ça a été brillamment analysé avec Olavo. Mais voilà, c'est une distorsion. Pour revenir dans cette distorsion, lorsqu'on se met comme un observateur extérieur, on oublie qu'on est immergé dans cette réalité. Et Descartes, lui, avec cette illusion du doute universel, il a intensifié l'avènement de la modernité. Et dans ses méditations sur la philosophie première, il disait qu'il pouvait douter de tout, suspendre toute certitude pour reconstruire le savoir sur des bases prétendument inébranlables. Mais ce doute méthodique qui essaie de placer le philosophe en dehors du réel, comme s'il pouvait observer l'univers dans une position divine, détachée de toute contingence, c'est voué à l'échec. Et Descartes, il se proclame douter de tout, mais il se repose en fait sur des certitudes implicites qu'il ne remet jamais en question et qui ne sont pas abordées. En fait, on doit aborder ces certitudes implicites de Descartes et sa méthode qui est loin d'être neutre, qui a plein de présupposés culturels, historiques, personnels. Et il y a un décalage entre ce que Descartes prétend faire, qui est une remise en question universelle, et ce qu'il fait réellement, qui est une reconstruction du savoir à partir de prémices non examinées. Et ça, c'est la dissonance cognitive parfaite. Il croit s'extraire du réel, mais il est prisonnier de ses propres cadres mentaux. Et c'est une posture qui devient ensuite caractéristique de la modernité. Pourquoi? Parce qu'elle accentue la fracture entre le penseur et le cosmos. Et là, tu le disais, où les philosophes traditionnels acceptaient la primauté du réel sur leur théorie, les modernes s'arrogent le droit de soumettre la réalité à leurs propres critères de vérité. Et même si on peut dire que ça peut être motivé par une quête sincère de certitude, ça engendre une forme d'arrogance intellectuelle qui prétend réduire l'infinitude du réel à des modèles théoriques simplifiés, et ce qui va causer en fait d'autres dissonances et finalement une guerre contre le réel. Parce que cette dissonance cognitive, elle va s'enraciner ensuite dans la pensée occidentale et elle va engendrer une vraie guerre contre la complexité du réel. Et les théories modernes, qu'ils soient de grands systèmes philosophiques ou des modèles scientifiques réductionnistes, ils vont isoler une partie de la réalité pour en faire un tout explicatif. Bien sûr, cette approche est productive dans certains domaines, mais elle mène à des dérives intellectuelles lorsque le penseur
croit que son modèle englobant représente la vérité ultime. Il y a un exemple frappant qui est celui des théories qui prétendent saisir le sens global de l'histoire humaine, que ce soit à travers des visions hegeliennes, évolutionnistes ou marxistes. Ces théories affirment que l'histoire suit une trajectoire linéaire orientée vers un but ultime et comme en fait le souligne l'expérience empirique elle-même, on est immergé dans le flux du temps, on n'a pas accès à son commencement ou à sa fin. On prétend déterminer le sens final de l'histoire, cela revient à créer un monde à l'image de nos propres présupposés. C'est un délire intellectuel en fait, ça. C'est ignorer la complexité du réel et ça reflète, tu l'as dit, une perte d'humilité qui caractérisait les penseurs anciens. Aristote, il reconnaissait que le réel, il avait une autorité sur la pensée. C'est le philosophe qui doit se soumettre à la réalité, pas l'inverse. Saint Thomas d'Aquin, lui-même, il avait ce qu'on peut appeler une docilité intellectuelle. C'est une conscience que la vérité dépasse les capacités de l'esprit humain. À l'inverse, la modernité, en s'appuyant sur l'empirisme ou la rationalité autoproclamée, a succombé à la tentation de réduire le réel à des schémas simplificateurs au détriment de sa richesse infinie. C'est là le drame. Et cette arrogance intellectuelle a de nombreuses limites. C'est pas un accident historique, c'est une arrogance intellectuelle avec l'idée que certaines vérités sont indignes d'être considérées parce qu'elles ne répondent pas aux critères modernes de scientificité ou de rationalité. C'est une attitude, par exemple, tu l'as évoqué aussi avec le positivisme, c'est rejeter toute forme de savoir qui ne peut être validée par l'expérience empirique ou la logique formelle, mais pourtant, comme le soulignait déjà Aristote, le savoir humain repose sur une tradition, un héritage de connaissances qui ne peut être entièrement soumis à l'expérience empirique. Donc, on ne peut observer qu'une infime partie du réel et le reste repose sur des consensus, des modes intellectuels passagères. Et si on ignore cette réalité, on s'enferme dans une illusion de maîtrise, comme si on pouvait pouvoir juger l'univers dans une position extérieure. Et on est immergé dans le cosmos, on ne peut pas s'en extraire pour le juger. Il faut en fait se réconcilier, c'est un peu une conclusion si tu veux, se réconcilier avec le réel. Comment, c'est la question, comment renouer avec une pensée qui respecte la complexité du réel. Olavo di Carvalho l'abordait aussi dans la recherche de l'unité de la connaissance, dans l'unité de la conscience, de soi. Il l'explique. Il ne faut pas rejeter, bien sûr, les acquis de la modernité, mais il faut reconnaître les limites des outils intellectuels, ce qui n'est pas fait. Et il faut donc être vigilant face aux biais qui nous poussent à simplifier le réel, que ce soit par toute idéologie, l'empirisme, le rationalisme, et c'est avoir une disposition à apprendre de la densité du réel plutôt qu'à le soumettre à nos cadres préétablis. Voilà, donc que ce soit Guillaume d'Occam à Descartes, les grandes théories modernes, la philosophie a perdu cette condition de créature immergée dans le cosmos. Et bien sûr, il y a eu des avancées indéniables, mais il y a eu aussi une forme d'arrogance intellectuelle. Pour surmonter cette dissonance, il faut qu'on retrouve l'humilité des anciens, pas pour rejeter la modernité, non, pas du tout, mais pour enrichir notre rapport à la vérité, pour reconnaître que nous sommes partie prenante d'un cosmos qui nous dépasse, pour pouvoir renouer avec une pensée qui soit plus fidèle en fait avec la réalité, avec cette densité du réel, comme cette expression de Louis Lavelle, la densité du réel qui montre bien qu'il faut accepter les limites de nos pensées tout en s'ouvrant à l'infinie complexité du réel. Voilà, j'étais un peu long, mais j'ai vraiment voulu développer ça. Voilà, Raphaël. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, alors moi, j'ai plus une fibre scientifique que philosophique, mais ça ne m'empêche pas d'être agacé justement par les dérives empiristes que tu as décrites. Parce qu'effectivement, la science s'est construite sur l'observation détaillée et la mesure de faits objectifs. Très bien. Sauf qu'il est très difficile de mesurer certaines choses. Si on se base uniquement sur un cadre empirique, tout ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas le connaître. Évidemment que c'est aberrant. Évidemment que bien avant la science et l'empirisme, nos ancêtres connaissaient des choses du monde qui les entourait. Ils n'étaient pas idiots. Ils avaient certes moins de connaissances que nous, mais ils connaissaient des choses. Les êtres humains n'ont pas attendu la science pour connaître le monde.
Et le problème de l'empirisme, c'est une sale manie à considérer que si on ne peut pas mesurer une réalité, alors elle n'existe pas. Et l'exemple que j'avais pris de ça, c'est celui, c'est celui en théorie de l'évolution qu'on appelle la sélection lignée. Parce que, en gros, en génétique, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure, enfin en biologie, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure le succès reproducteur d'un individu. C'est-à-dire, combien il a de descendants, voire encore mieux, combien de descendants ont, ses descendants. Donc en gros, les petits-enfants. C'est très bien. Comment on fait pour mesurer sur 15 générations? On peut pas, ça devient hyper complexe. Donc on ne le fait pas. Problème, comme on ne peut pas le mesurer, eh bien, l'idée de la lignée, l'idée de la descendance sur pas une, pas deux, mais 10, 20, 30 générations, est une idée qui a été évincée de la recherche biologique. Et ça, le propos que je présente, c'est celui de Brett Weinstein et Heather Heying dans leur livre sur les chasseurs-cueilleurs du XXIe siècle. J'ai toujours du mal à retenir le titre. C'est le propos introductif en disant bon bah oui, ok, d'accord, on peut pas le mesurer. C'est vrai, on peut pas le mesurer. Mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à le mesurer que la chose n'existe pas. Et la science, quand elle se perd dans une frénésie analytique, elle perd de vue que l'intuition, la sensation, le génie créatif participe aussi de la connaissance du monde. Alors, c'est pas suffisant. C'est en ce sens-là que moi, je suis un défenseur de la science. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur de l'intuition. C'est bien parfois aussi d'avoir des faits solides sur lesquels s'appuyer. Et quand on manque de faits solides, eh ben, c'est bien d'avoir de l'intuition pour compenser. Et on manque très souvent de faits solides. Donc l'intuition est extrêmement importante. Et comme on a perdu cette manière de raisonner, eh bien, n'importe quel baratin marxiste, néo-marxiste qui se ramène, on se fait complètement mystifier et on tombe en pamoison devant parce qu'on n'est pas capable de discerner le vrai du faux, car il nous manque cette habitude finalement de percevoir la vérité. Tout à fait. La science a évolué en fait d'une quête des principes universels à une entreprise mathématique institutionnelle. Bien sûr qu'elle a transformé notre compréhension du monde, mais elle a imposé un cadre rigide. Elle a aussi marginalisé d'autres formes du savoir. Elle s'est muée en projet de pouvoir. Donc il faut repenser la science, la reconnecter à la sagesse humaine, valoriser la diversité des savoirs aussi, et ne pas faire de la science une fin, ne pas faire de la science une fin, mais un moyen d'élever l'humanité. Donc il faut retrouver, oui, cette sagesse des anciens. J'ai différents articles sur la critique de la science, sur un article qui s'appelle par exemple Les limites de la perspective logico-mathématique et l'oubli de la perception, une réflexion sur la science moderne. Donc, je vous invite à lire cet article qui analyse en profondeur la science au fil du temps entre quête de vérité et projet de pouvoir. Un autre intéressant, la tension entre le fini et l'infini, ainsi que les distinctions de la science. Et ces articles-là, je les avais mis aussi dans les chroniques des ondes de la modernité. Donc, la science est analysée aussi au niveau philosophique, hein, avec une tension entre le fini et l'infini, cette tension entre ces deux dimensions. Donc, il y a des réflexions intéressantes voilà, beaucoup de personnes sont dans la quête de sens aujourd'hui. C'est intéressant. La science, bien sûr, a des distinctions rigoureuses qui nous aident à comprendre le monde, mais elle ne peut pas à elle seule répondre à la quête de sens qui anime l'humanité. C'est simplement en articulant le fini et l'infini que l'intelligence humaine va trouver sa véritable mesure. Hein. Et on doit être appelé à ne pas se perdre dans le concret, à toujours se rappeler de notre, entre guillemets, patrie céleste, ou si vous voulez, si vous n'avez pas ce mot-là, cette vérité éternelle qui donne un sens à tout, cet infini, cette illimité.
que ce soit dans la contemplation d'un coucher de soleil tout simple. Voilà, la connaissance véritable naît de cette tension entre le mesurable et l'incommensurable. Donc, pour retrouver la sagesse qui nous rend humains, voilà, c'est un sujet intéressant qui est au cœur de la philosophie finalement. Voilà. Je vais prendre un exemple et une anecdote et un exemple philosophique. L'anecdote, c'est alors récemment, là, on a eu la mort de James Watson, qui a été un des co-découvreurs de la structure en double hélice de l'ADN. Et donc, c'est de la science. Voilà, on est de la science pure et dure. Comment a-t-il compris que l'ADN était structuré en double hélice? Bah, c'est très simple, il le raconte, donc il suffit de prendre ce qu'il raconte. Il était dans son lit, et d'un coup, il voit apparaître au plafond comme une vision de l'ADN organisée selon cette structure de double hélice. Une vision presque qu'il a vécu comme quelque chose de presque mystique. À partir de là, il a fait une découverte scientifique. Donc, alors là, déjà, les rationalistes en sueur, parce qu'ils se disent, ouh là là, attends, tu es en train de me dire qu'on fait des découvertes scientifiques par des visions. Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Enfin, la science n'est pas que ça, par contre. Ne me faites pas non plus dire ce que je n'ai pas dit. Deuxième exemple, cette fois tiré de la philosophie des sciences, Karl Popper. Karl Popper, qui est souvent le premier nom auquel on pense quand on pense à la philosophie des sciences, et sa fameuse réfutabilité, qui est le critère des théories scientifiques, etc., etc. Parce qu'on ne peut jamais vérifier une théorie, mais on peut la réfuter, donc il faut qu'une théorie scientifique puisse être réfutée, blablabla. Karl Popper, quand on lit la logique de la découverte scientifique, il le dit explicitement. Il le dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'accumulation de la connaissance. C'est pas la connaissance en tant que telle. Lui, il s'en fiche de savoir comment on trouve une théorie. On peut, tu vois, à la rigueur, on peut très bien trouver que l'ADN a une structure en double hélice à partir d'une vision. Lui, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est qu'une fois qu'on a l'idée que l'ADN est structuré en double hélice, on puisse mettre en place une expérimentation qui peut réfuter ou corroborer cette théorie. Et ça, c'est quelque chose que le scientisme tend à oublier. Le scientisme tend à oublier que finalement, la science, dans ce qu'elle a de plus rigoureux d'un point de vue épistémologique, c'est plus une manière de critiquer des idées, que d'en proposer de nouvelles. D'où viennent ces propositions? Eh bien, elles viennent, ce que tu appelais ces autres modes de connaissance, qui vont être effectivement des modes de connaissance intuitifs, symboliques, mythiques, peu importe, mais qui ne sont pas strictement rationnels. Et ça, c'est important à comprendre, parce que sinon, on ne comprend pas comment fonctionne la connaissance. Oui, et la science moderne aussi est devenue un savoir horizontal au service du pouvoir. Tu as évoqué Francis Bacon, qui a abandonné en fait la richesse d'une vision, par exemple, avec la perception, une richesse oubliée. Je vais prendre moi l'exemple d'une orange. Lorsque vous êtes au marché, il y a des oranges, vous voyez à chaque fois, vous voyez dans l'instant tout de suite l'objet spatial, sa couleur, sa texture, savez qu'elle a été comestible, qu'elle a été cultivée, transportée, qu'elle peut être cueillie par un agriculteur. On apprécie sa beauté, son odeur, et c'est une perception immédiate, riche, avec des dimensions que la science ne peut reproduire seule. Et c'est sur cette perception que s'appuient finalement toutes les sciences, mais dans les cosmologies antiques, cette capacité perceptive était cultivée et l'univers était vu comme un réseau de symboles interconnectés. Chaque élément, une étoile, un arbre, une personne, révélait des couches de réalité. Aristote parlait de forme, entre guillemets, d'un objet, une idée qui dépasse l'apparence physique pour inclure les tensions et intentions sous-jacentes. En observant une personne, on ne voit pas seulement un corps, on voit une histoire, des émotions, des intentions, peut-être même une âme. Sont des dimensions cachées, hein, mais présentes. C'était au cœur de la connaissance antique, mais la science moderne, on a un savoir horizontal au service du pouvoir, on a cette richesse de perception qui a été abandonnée,
et un paradigme horizontal qui ignore les dimensions verticales de la réalité, celle de la profondeur, de l'élévation, du sens, avec l'objectif qui peu à peu n'a plus été de comprendre l'univers, mais de le dominer. Et comme l'écrivait Alfred North Whitehead, l'acte de savoir ne peut pas être réduit à des processus physiques comme les signaux cérébraux, sans perdre sa spécificité. Mais la science moderne tend à ramener le savoir à l'être, éliminant la distinction entre connaître et exister. On revient sur la question de Descartes, hein, mais le point le plus important, c'est que cette focalisation sur le contrôle a des conséquences sociales, et là on revient sur le marxisme culturel, mais voilà, bref, la science, en fait, en produisant des technologies, elle donne un pouvoir immense à une minorité, ceux qui maîtrisent les connaissances et les ressources en plus, hein. Bon, là, on revient sur le marxisme de lutte des classes pure et dure, mais c'est pas un accident. Voilà, c'est une conséquence logique de la définition même de la science moderne, si on veut, en philosophie. Ouais. Bah, Voilà. d'ailleurs, il y a une remarque qu'on peut faire, c'est qu'à notre époque de progrès techniques absolument phénoménaux, c'est aussi une époque d'obscurantisme philosophique spectaculaire. C'est-à-dire que tu as des génies autistiques dans leur coin à fabriquer des IA et à envoyer des fusées dans l'espace. De l'autre côté, tu as des Mongols dans des universités qui t'expliquent qu'un homme peut devenir une femme et réciproquement. Et entre les deux, ce sont les Mongols dans les universités qui dominent politiquement et qui imposent leur ordre social dans les sociétés. C'est hallucinant quand on y pense, mais ça décrit D'ailleurs, bien. pour blaguer, en faisant la photo de la miniature, j'avais mis des cheveux bleus, mais on n'a pas gardé la photo. Mais bref. Oui, tu avais retouché la miniature avec des cheveux bleus. Des cheveux... Du coup, je disais, oui, il y a cette dichotomie, voilà, entre d'un côté les gars qui font de la science et finalement qui font que de la science et en dehors de leur discipline sont souvent d'une médiocrité abyssale. Honnêtement, moi, j'ai rarement entendu d'opinion plus claquée au sol sur la philosophie ou les sciences humaines que de la part d'un ingénieur ou mathématicien ou financier ou peu importe. Alors qu'un ouvrier a finalement, un paysan a davantage de bon sens que l'ingénieur. Ce qui peut sembler paradoxal, mais philosophiquement, en tout cas, en philosophie, c'est ce que je remarque, c'est ce que je constate. Oui, dans la vie quotidienne, le profane peut surpasser le spécialiste. Un agriculteur, par son expérience du climat et du sol, on m'entend parce que ton image a disparu, Raphaël, ouais. Bon, on va voir s'il revient ou s'il a un souci de connexion. Non, 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 Apparemment, c'est pas. j'ai pas de Non? souci, mais j'ai juste coupé la caméra. Mais je continue à écouter. Ah, ok. Ok, très bien. Tu parlais justement de cette différence et aussi les sociétés actuelles ont poussé vers de plus en plus de spécialisation et du coup ont mis de plus en plus d'œillères et justement j'évoquais le fait que le profane dans la vie quotidienne peut surpasser le spécialiste. Tu prends un agriculteur par son expérience du climat, du sol, il peut prévoir une récolte là où un modèle météorologique va échouer parce qu'il a une perception enrichie par des années d'observation avec des nuances que la science ne capte pas. Bien sûr, la connaissance scientifique peut corriger, compléter la perception, mais elle ne la remplace pas. Au contraire, une perception affûtée peut incorporer les apports de la science tout en restant ancrée dans la réalité. Oui. J'avais discuté avec un ancien militaire qui, lui, avait comme spécialité les sous-marins. Donc, j'ai pas le nom, mais en tout cas, lui, il travaillait dans un sous-marin. Enfin, voilà, il était dans l'équipage des sous-marins. Et lors de sa formation, il leur avait appris à se repérer avec enfin, tu sais, compas, boussole, les trucs à l'ancienne, selon la position des étoiles et tout le reste. Ouais. Et le formateur leur avait dit, bon, en fait, ça, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est ce qui est vraiment important. Ensuite, dans la vie de tous les jours, on utilise les GPS, que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Mais J'ai fait ça, mon, j'ai fait mon, j'ai fait mon brevet de pilote d'avion ici au Brésil et on calcule avec bien évidemment les latitudes. On a aussi un petit appareil pour faire les tests à l'ancienne. On le fait en théorie avant aussi. Donc, ouais, ça se fait. voilà. Et donc, je trouve que c'est
un bon exemple du fait que la technologie est utile quand elle sert de support et de complément, pas quand elle sert de substitut. Quand elle sert de substitut, on perd en capacité. Quand elle sert de complément, on augmente nos capacités. Et ça, c'est une différence qui est, à mon avis, absolument centrale. Mais parce que la science moderne, malgré ses mérites, elle nous a enfermés en fait dans une vision réductrice de la réalité, parce elle privilégie en fait la logique et le contrôle, mais elle a négligé la perception, qui est pourtant notre porte d'entrée vers une compréhension plus globale du monde. Il ne faut pas du tout rejeter la science, bien au contraire, mais il faut la réintégrer dans une vision plus large, qui la valorise en fait, qui va la valoriser beaucoup plus, parce que la sagesse, l'intuition et la perception vont retrouver aussi leur place. Voilà. C'est le regard de l'homme qui va donner la clé d'une connaissance véritablement humaine. Je suis plutôt d'accord avec ça et c'est un peu le fond de mes critiques épistémologiques. Même si pour le coup, je suis beaucoup plus analytique que toi, donc je tends à, proposer ces critiques-là, à les présenter de manière beaucoup plus formelle. Mais après, voilà, on a tous nos défauts et moi, c'est comme ça que je raisonne. Du coup, ce que j'aimerais, qu'on fasse, maintenant, c'est qu'on revienne sur la question du marxisme culturel et qu'on fasse un lien avec la critique de la modernité. Quelle est, la solution qu'on peut préconiser, justement, pour, résister à ce marxisme culturel, résister à ce scientisme, à cette dégénérescence de la philosophie moderne? Tu as mentionné tout à l'heure la haute culture. Est-ce que pour toi, la haute culture peut être une solution à ce problème? Alors la haute culture, c'est l'imaginaire collectif, hein. La haute culture, j'ai aussi une définition qui avait été donnée par Roger Scruton. Je peux peut-être donner cette définition-là, comme ça on verra ce dont je veux parler. Euh, C'est Olaf de Carval qui parle beaucoup de haute culture en expliquant que dans les milieux universitaires, mais aussi dans les médias, dans les romans, dans les films, il y a cet imaginaire collectif qui a été infiltré. Et la définition de Roger Scruton, c'est que la haute culture est l'autoconscience d'une société. Ça embrasse les œuvres d'art, la littérature, l'érudition, la philosophie, qui tracent le cadre de références communs aux esprits éclairés. Mais on s'aperçoit tout de suite que la haute culture, c'est une conquête fragile, hein. Ça survit seulement avec le souffle d'une tradition vivante et des normes sociales qui la favorisent. Mais lorsque tout ça s'évapore, eh bien, il n'y a plus qu'une culture de faux semblants, on l'a évoqué, hein, et de contrefaçon, et surtout une connivence perverse. Je continue la citation de Roger Scruton, il dit il y a une connivence perverse entre l'imposteur et sa proie. Donc ils ourdissent ensemble le mensonge d'une croyance feinte, le simulacre d'un sentiment qu'ils ne sauraient éprouver. Donc on est dans un monde du faux semblant et dans un monde où domine cette, cette fausse vision inversée. Mais en fait, notre force, comme je l'évoquais aussi auparavant, c'est de parler depuis notre immortalité. Moi, j'ai retrouvé euh, des valeurs chrétiennes, mais j'ai aussi puisé dans la philosophie classique pour élargir notre perspective, en fait, euh, pour, euh, pour ne pas inverser la hiérarchie des valeurs, pour ne pas tomber dans cette inversion révolutionnaire, dans cette inversion du sens du temps, de se placer dans un futur hypothétique qui justifierait toutes les violences sur la conscience humaine de notre présent. Et donc, il ne faut pas accepter cette inversion du sens du temps, cette inversion du sens de la responsabilité. Et il ne faut pas réduire l'existence humaine à une lutte terrestre. Donc, moi, j'invite les personnes à se questionner sur une fracture métaphysique qui a été mise en place. Et c'est pour ça que je reviens sur Dieu, patrie, famille, liberté, pour combattre pour moi le marxisme et surtout cette inversion révolutionnaire. Il faut retrouver le sens de l'immortalité. Et je peux le développer plus, mais voilà le premier point de façon grossière. Voilà. Mmh. Dans le bouquin d'Olavo de Carvalho, il y a
il y a des exercices, des exercices qui sont proposés dans ce but. Donc, j'ai la liste sous les yeux. L'exercice nécrologique, la passion de l'imaginaire, le témoignage, inspiré de Louis Lavelle, et la lecture lente. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces techniques et, selon toi, de leur pertinence, voilà, leur En pertinence. fait, c'est comment apprendre à être philosophe. Ça part surtout de la sincérité et de la méthode de la confession, mais la confession est mal comprise. C'est-à-dire que lorsque l'on présente nos réflexions, il y a l'infini qui nous répond, tu as parlé de l'intuition, il y a l'infini, l'illimité, qui va nous apporter d'autres connaissances lorsqu'on s'interroge soi-même, lorsqu'on réfléchit soi-même. Il y a une petite voix dans notre tête qui va nous apporter d'autres visions, une ouverture, et c'est cette ouverture à l'infini qui va nous donner de nouveaux éléments et qui va enrichir notre réflexion. Un article intéressant aussi qui peut donner des pistes de réponse sur antoinebachelin-sena.com, c'est l'essence du projet révolutionnaire. Vous pouvez le rechercher, l'essence du projet révolutionnaire. Il n'y a qu'un ennemi. C'est un article qui avait été écrit par Olavo de Carvalho. Et lui, il expliquait que le marxisme n'a pas commencé avec Marx. Il n'est pas né d'une étude scientifique de l'économie. On sait que Karl Marx déjà avait falsifié les données des Blue Books du Parlement britannique pour faire dire ce qu'il voulait. Il avait déjà commencé par une arnaque. C'était déjà un charlatan dès le départ. Mais Olavo de Carvalho disait que tout ce que Karl Marx allait penser et dire, en fait, était déjà présent dans les doctrines des hérétiques messianiques depuis le XIVe siècle. Donc voilà, moi, il m'a fait découvrir d'autres idées et en fait comment cet élan révolutionnaire, en fait, des bases gnostiques qu'on peut questionner, mais on rentre aussi dans d'autres sujets, mais je peux le développer. Donc voilà, c'est une vision aussi déjà erronée à la base, et lui va donner différents arguments pour expliquer ça, et c'est un bon article si vous voulez aller un petit peu plus loin. Voilà. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Tout à l'heure, tu avais mentionné le nom d'Éric Voegelin, donc j'imagine que Voegelin, ouais. Voegelin, je sais pas comment ça se prononce en français, peu importe. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de sa pensée? Parce qu'en général, il est assez peu connu. Oui, ben justement, c'est pour ça qu'il y a énormément de chapitres dans le cours de philosophie d'Olavo de Carvalho qui sont dédiés à Éric Voegelin, et qui justement, moi je suis pas un spécialiste du sujet. Moi, mon objectif, c'était simplement de proposer aux francophones d'avoir accès à cette réflexion d'Olavo de Carvalho. Je l'évoque, mais je suis pas spécialiste de ce sujet-là. Je peux rechercher dans différents articles que j'ai repris, mais si tu veux là tout de suite, je suis pas trop un connaisseur d'Éric Voegelin non plus. Parce que pourquoi je pose cette question à ce moment-là? Parce que justement, Voegelin, c'était quelqu'un qui défendait cette idée que dans la modernité, dans la politique moderne, il y a un retour du gnosticisme. Donc le gnosticisme qui est, pour le dire sommairement, cette idée que nous sommes prisonniers dans le monde matériel qui nous cache le vrai monde spirituel au-delà, et que nous devons nous débarrasser du monde matériel, nous devons essayer de le fuir pour aller vers le monde spirituel. En fait, Olavo de Carvalho a pas mal de vidéos aussi sur la gnose, où il explique, pour résumer de façon vraiment très simple comment moi je l'ai compris, une vision erronée et qui en fait apporte énormément de mauvaises émotions et de mauvaises visions, comme quoi le Dieu serait mauvais, et ou alors Dieu serait quelqu'un de maladroit qui aurait créé un monde imparfait. Donc c'est cette vision-là, comme quoi soit Dieu serait méchant, ou alors aurait créé un monde imparfait, et certains occultistes veulent essayer de justement reconstruire un monde meilleur, et certains occultistes veulent essayer
de devenir une sorte de surhomme, car Dieu n'aurait pas créé un homme parfait. Donc c'est cette vision comme quoi l'homme n'aurait pas été issu d'un Dieu parfait. Et moi je suis contre cette vision que je pense erronée. Je pense que Dieu, ou vous pouvez utiliser un autre mot, l'infini, l'illimité, est quelque chose de parfait, de merveilleux, dont on n'arrive même pas à saisir la notion. Lorsqu'on pense à l'infini, on pense à un fini, à un autre fini, puis à un autre fini qu'on ajoute, puis à un autre fini. On n'arrive même pas à se figurer en fait ce qu'est cet infini. Mais pour moi, cet infini, Dieu est bon et a créé l'homme avec ses défauts. Et c'est l'homme qui en fait a des défauts, mais dans cette vision justement gnostique, il y a cette inversion qui fait que Dieu aurait, soit par le fait qu'il serait maladroit, aurait créé un monde qui est pas parfait. Donc voilà, il y a cette vision-là que je résume de façon grossière, mais sur laquelle je continue de rechercher aussi. Mais moi, je suis dans une autre vision, justement, pensant que Dieu ou l'infini, l'illimité est parfait, et c'est l'homme qui, lui, pêche et est limité. Mais certains utilisent ce prétexte que Dieu serait mauvais pour donner une suite à leur raisonnement. Ce que font, par exemple, certains... c'est exposé par Olavo, voilà, comme cette vision que le monde est imparfait est exposé, mais il l'expose de façon beaucoup plus brillante que moi. Voilà. Ok, bon, bah, en tout cas, quand j'avais dit dans l'introduction que c'était une pensée originale que tu proposais, je pense que tu en auras fait la démonstration, donc merci à toi. On peut aller doucement Merci à toi. vers la conclusion. Euh, Comment tu aurais envie de finir un peu cette discussion? Alors pour revenir peut-être sur le marxisme culturel, je l'ai évoqué, souvent on est un peu désemparé de savoir justement comment la combattre, et le but justement, et moi peu à peu en avançant dans l'étude de la philosophie, j'ai redécouvert Dieu, patrie, famille, liberté, et j'ai redécouvert aussi grâce justement aux penseurs traditionnels, et comment ces valeurs qui ont structuré nos sociétés sont aujourd'hui stigmatisées, voire rejetées, comme si elles étaient les reliques d'un passé révolu. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu une fracture métaphysique profonde. L'homme moderne, il s'est enfermé lui-même. Il a dit qu'il était la mesure de toute chose et il a exclu la transcendance. On peut l'expliquer aussi par le gnosticisme, comme quoi pour eux, Dieu était mauvais, donc l'homme est livré à lui-même et doit se dépasser ou construire un monde où il est livré à lui-même. Du coup, moi, j'essaie de remettre en avant justement des valeurs immortelles, des valeurs éternelles qui ont structuré nos sociétés, et de montrer qu'il y a eu cette fracture métaphysique profonde et qu'il faut remettre en avant aujourd'hui Dieu, patrie, famille, liberté, qui sont les valeurs qui sont attaquées justement par ces révolutionnaires. Les révolutionnaires attaquent la conscience humaine et attaquent ce qui est le cœur de la société occidentale, qui sont ces notions de Dieu, patrie, famille, liberté. Et donc, j'expose comment ces valeurs sont attaquées, comment la famille est attaquée, comment la liberté est attaquée. En fait, ils veulent attaquer le logos, c'est une guerre spirituelle, la source de l'ordre, du bon, de la beauté, de la vérité. C'est elle qui est la raison transcendante, qui éclaire les limites humaines, qui donne le sens à l'existence. Et donc j'expose aussi que cette stigmatisation de Dieu ou de l'infini, si vous lui donnez un autre mot, eh bien, elle a été attaquée peu à peu aussi par certains occultistes, par certains philosophes qui ont voulu faire une substitution et qui se sont alliés ensuite, ou qui ont été repris par les marxistes culturels. Donc voilà, il y a une lutte aussi beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus profonde, que je vous invite à aller rechercher, par exemple en lisant cet article, et aussi Dieu, patrie, famille, liberté sur mon site. Vous cliquez sur Dieu, patrie, famille, liberté, et vous allez plus loin justement pour découvrir comment au niveau historique on a stigmatisé Dieu. Pourquoi le mot Dieu lui-même provoque un malaise dans nos sociétés, que c'est l'inversion. Toujours Dieu est perçu comme une menace, un symbole d'intolérance,
croyance ou un vestige d'un passé obscurantiste. Donc, je vais questionner cette inversion qui a été faite et la montrer. Et puis ensuite montrer, on va ensuite passer sur l'athéisme, hein, et le questionner aussi. On va encore plus loin. Donc voilà, c'est une subversion ancienne en fait, hein, que j'arrive à retracer, analyser. Donc du coup, on rentre dans un domaine beaucoup plus spirituel, alors que moi j'ai été aussi en arrivant ici au Brésil, j'écoutais à chaque fois que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. J'avais envie d'envoyer balader les gens qui me disaient ça dans la rue. Et finalement, je me suis aperçu que c'était aussi un formatage qui avait été fait dans notre culture occidentale, mais principalement française, qui était plus attaquée. Donc, c'est un cheminement que j'étais amené à faire peu à peu. Voilà, Mmh. finalisé. Bah, non, mais moi, ça m'étonne pas parce que pour le coup, en France, on est particulièrement attardé sur la question religieuse. Et la fureur révolutionnaire, et les délires autour de la laïcité nous ont fait un mal fou dans la compréhension de ce qu'est la religion. On ne comprend plus ce qu'est la religion. On n'est plus capable de comprendre un discours qui aborde ces questions-là, donc ça m'étonne pas forcément qu'il faille partir à l'étranger pour le comprendre Et davantage. c'est d'ailleurs ce que disait, c'est d'ailleurs ce que disait le message de Jésus, si je voulais le résumer. C'est la religion qui l'a tué, alors que l'amour, alors que c'est l'amour qui doit nous relier. Voilà, la religion dans sa hiérarchie, dans ses dogmes, nous a fait perdre aussi l'amour transcendantal qui était enseigné par Jésus. Voilà. Du coup, bah, merci à toi Grand pour, sujet, mais grand sujet. Ouais. ouais. Donc, pour les livres, bah, vous les retrouvez sur le site antoinebachelinsiena.com. Donc, ce dont on Ouais, a si je parlé veux ce juste soir, continuer, excuse-moi Raphaël, si je veux juste continuer, peut-être j'étais un peu trop court, vas-y. justement dans cette vision, j'explique la raison transcendante est une vision équilibrée et qu'en fait Dieu c'est une vision équilibrée. Hein. Remettre Dieu au centre n'est pas un appel à l'obscurantisme, mais au contraire à la raison véritable, hein, le retour à l'ordre, à la beauté, à la vérité. Voilà, une vision du monde où l'homme coopère avec l'infini, avec le transcendant pour manifester le beau. Et là, en fait, où Descartes, pour revenir sur Descartes, Kant aussi plaçait la raison au-dessus de la foi. On peut revenir sur saint Thomas d'Aquin qui affirmait que l'homme est une créature qui trouve la vérité dans l'harmonie avec l'infini. Voilà, pour finir sur cette dernière note intéressante. Voilà. Mmh. Donc, bah, pendant qu'Antoine parlait, je vous ai montré à l'écran les différents livres qu'il a écrits. Donc, il y en a aussi de politique sur Bolsonaro et sur l'Amazonie. Alors, évidemment, on peut pas tout aborder, mais peut-être que ça pourrait être l'occasion une autre fois d'en discuter. Parce que voilà, le Brésil, moi, j'avoue que c'est un pays que je connais assez peu, dont on parle assez peu en France. Donc, ça peut être très intéressant pour une prochaine fois d'avoir cette discussion. Donc, Antoine Bachelin, non, Antoine, oui, si, antoinebachelinsénat.com pour retrouver tes articles, tes livres, aussi ta chaîne YouTube. Mhm. Où bah, tu développes les idées que nous avons abordées ce soir. Mhm. Pour Panache, bah, du coup, comme je le disais au début, pour soutenir Panache, patreon.com/Panache politique, vous avez le lien en bas. Merci pour ceux qui le font déjà. Et bah, du coup, voilà, moi j'ai fini ce que j'avais à dire. Je t'ai posé les questions que je voulais. Je te remercie du temps que tu m'as accordé et de la qualité de tes réponses et de tes interventions. C'est moi qui te remercie. Ce sera un plaisir de t'inviter sur ma chaîne aussi pour que cette prochaine fois soit moi qui fasse les questions avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup. Ah bah, si tu veux, ça peut totalement être faisable. D'ailleurs, bah, on en parlera ensuite en off, mais si tu veux que la vidéo pour la Très bien. republier sur ta chaîne, je peux te la passer. Super. Donc, Avec plaisir. Merci. allez, et ben, je vais couper. Bonne soirée à tout le monde et merci Ciao, de nous ciao tout avoir le suivis. monde.